Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Bonjour, bienvenue dans Lever de rideau, l'émission qui vous fait découvrir le théâtre sous des formes variées. Aujourd'hui, nous allons en effet parler d'une forme très originale et à laquelle on ne pense pas forcément parce que le théâtre est un art visuel. Nous allons parler du théâtre radiophonique. Avec nous pour en parler, Christophe Deleu. Il est responsable du master journalisme à l'Université de Strasbourg. Il y donne notamment des cours sur le master journalisme, des cours sur le média radiophonique et ses possibilités. Christophe, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Anaïs est notre chroniqueuse aujourd'hui. Bonjour Anaïs. Bonjour. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors Anaïs, est-ce que avant de préparer ta chronique pour cette émission, est-ce que tu avais déjà entendu parler de théâtre radiophonique ? Alors oui, je le connaissais via les Hörspiel en allemand, parce que du coup, les Allemands, ils ont clairement plus de pièces radiophoniques que les Français. Et quand j'étais en troisième, j'ai eu l'occasion d'en jouer une dans l'option théâtre de mon collège. Voilà. Ah voilà, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer ce style particulier ? Au fait, tout est vraiment concentré sur la voix. Et nous, dans notre projet, on avait quand même... Comment dire ? On voulait quand même donner un visuel parce que là, c'était dans le thème d'un spectacle. Et du coup, on a dû adapter une pièce radiophonique du coup, en pièce de théâtre normale. Mais on voit qu'il y a clairement des différences vis-à-vis de l'écriture. C'est très, très parlé et on est très loin d'un style très littéraire. Voilà, donc ça change beaucoup vis-à-vis de ça. Et vous, Christophe, comment est-ce que vous avez découvert le théâtre radiophonique ? Est-ce que c'est en entendant une pièce ou alors au travers de vos études ? En fait, moi, je me suis toujours intéressé à la radio au départ. Et en fait, j'ai croisé ce genre comme tous les autres. Mais en fait, finalement, je crois assez tardivement. Je crois que j'ai découvert d'abord la musique, j'ai découvert les documentaires, enfin, l'information, tout ça. Et ce qu'on appelle le théâtre radio ou la fiction ou le drama, enfin, tout ce que vous voulez. Je pense que c'était beaucoup plus tard quand j'ai commencé à écouter France Culture, je pense. Ah oui, France Culture, ils en présentent encore actuellement des pièces radiophoniques ? Il y en a encore. Oui, je pense que c'est le principal diffuseur de fiction radio aujourd'hui encore en France, avec des rendez-vous réguliers. Il y a un feuilleton tous les jours à 20h30. Le week-end, il y a 2 émissions. Enfin, il y en a une le vendredi soir qui s'appelle l'Atelier Fiction aussi. Donc, il y en a peut-être moins qu'avant, mais il y en a encore. Oui. Christophe Deleu est notre invité dans Lever de rideau. Il est responsable du master journalisme à l'Université de Strasbourg et y enseigne notamment les cours sur le média radiophonique. Il va nous aider à en savoir plus sur le théâtre radiophonique, son origine et ses caractéristiques. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Anaïs qui a fait quelques recherches sur le sujet. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Tout devrait opposer le théâtre à la radio et pourtant, en 2021, radio et théâtre fêteront le centenaire d'un compagnonnage intermédiatique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça change concrètement vis-à-vis d'une pièce de théâtre ordinaire, classique ? Eh bien, la radio met la parole à la première place puisqu'elle ne mobilise que notre ouïe, ce qui va réduire le théâtre à une représentation exclusive des voix, des sons et des bruits. Elle appelle ainsi à un retour à la matière sonore, des mots, et développe la proximité entre le théâtre et la musique. En général, sont représentées, ou plutôt ici émises, des pièces assez courtes. Il y a tout un travail sur la musicalité, susceptible à la fois de retenir l'attention éventuellement faible de l'auditeur et de lui laisser un immense espace à son imagination. Les dialogues à la radio ont changé les modes d'écoute et de parler du théâtre, mais ont aussi transformé l'écriture et la représentation des œuvres dramatiques. On assiste à l'apparition d'une nouvelle temporalité, d'un nouvel espace, d'une nouvelle phénoménologie du sonore qui appartiennent à la radiophonie. Et maintenant, un peu d'histoire. Si le théâtre et la radio se sont rencontrés instantanément, c'est d'abord parce que le théâtre du début du XXe siècle était encore un théâtre de voix, et que jusque dans les années 1960, encore très largement un théâtre du verbe. Et à l'instar des acteurs de texte, il a formé des générations de spectateurs de texte, un public donc déjà éduqué à l'écoute des voix, un public aussi d'oreilles et de rythme, et évidemment très consommateur de chants et de chansons. C'est ainsi
qu'en 1921 sont lancées les premières pièces radiophoniques. Les premiers speakers, donc c'est le nom que l'on donne à ces comédiens de la radio, viennent principalement du théâtre et du music-hall, et c'est donc sans surprise que les premières voix qui s'y font entendre relèvent des domaines lyriques et dramatiques. Vis-à-vis de ces voix, on imagine combien elles étaient attractives pour les auditeurs, puisque jusqu'à la Seconde Guerre, les stations offraient en général la même voix du matin au soir. Comme au théâtre, à travers les voix et les dictions, les animateurs expriment bientôt les divisions sociales et régionales. Après la Seconde Guerre, les speakers sont devenus les détenteurs du parler officiel et vont même jusqu'à concurrencer les comédiens de théâtre en tant que conservateurs de la langue française parlée. Et les auditeurs se comportent avec les speakers comme avec les vedettes de la scène, c'est-à-dire ils ont leurs admirateurs, leurs détracteurs, etc. La radio va reprendre au théâtre son répertoire, ses comédiens et même parfois ses salles où l'on diffuse de nombreuses émissions publiques. À l'instar du théâtre, elle réclame des spécialistes du dire. Les troupes radiophoniques se constituent, presque chaque station a la sienne, y compris en région. En ce qui concerne la programmation théâtrale de la plupart des stations métropolitaines jusqu'à la guerre, ce sont essentiellement des comédies tirées du répertoire de boulevard de l'entre-deux-guerres et de grands mélos du théâtre français, autant classiques en vers qu'en prose. Durant cette période, on mettra l'accent sur la diffusion des grandes œuvres dramatiques et poétiques de la culture classique française pour servir une visée explicitement pédagogique. Les émissions éducatives sont nombreuses et durables et accordent une place majeure au théâtre. Citons parmi elles les grandes conférences, l'heure de culture française, l'université radiophonique internationale, etc., sans oublier théâtre et université, destinés à promouvoir la culture classique française à l'étranger. Elle retransmet à la fois les spectacles du TNP, donc du Théâtre national de Paris, ceux de la Comédie Française, mais aussi des créations d'autres théâtres de Paris, de sa banlieue et la province, et fait entendre tant des metteurs en scène confirmés que des artistes scéniques émergents. Après-guerre, la radio sert donc de théâtre de décentralisation et vient combler une immense soif, donnant aux auditeurs le sentiment qu'ils n'étaient pas seuls, mais entourés d'aînés, donc les auteurs, qui avaient œuvré pour leur intelligence, pour les amener à une connaissance de la vie plus grande, tournée vers la beauté et l'humanisme. Merci beaucoup Anaïs. Christophe, est-ce que vous avez une réaction, un avis sur toutes les informations que nous a données Anaïs ? C'est vrai que oui, qu'il y a 100 ans maintenant, c'est vrai qu'on donne des pièces de théâtre à la radio ou de la fiction, c'est exact. Et c'est vrai que, pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il y a une grosse influence du théâtre sur la fiction radio, puisque ça a été diffusé quand même principalement sur la radio publique, qui a effectivement diffusé ces textes un peu officiels de la langue française, des grands auteurs, Hugo, Balzac. Voilà, on sent qu'il y a une grande tradition littéraire, théâtrale dans la fiction radiophonique, et ça va être ça, en fait, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et encore aujourd'hui, si on prend les fictions de France Culture, qui sont un peu dans l'héritage de ça, il y a encore un vrai attachement au texte, ce qu'on appelle le beau texte, ou le texte qui fait autorité. Ça, c'est encore très, très marqué. C'est ce qui fait vraiment la particularité de la fiction radio, c'est son ancrage théâtral. Ça aurait pu être le cinéma, ça aurait pu être la littérature, mais ça a été principalement l'ancrage théâtral. Et sur la manière de parler, oui, je pensais par exemple à un auteur, ce que vous disiez, il y a des manières de parler au théâtre, mais il y a des manières de parler à la radio. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un auteur comme Jacques Copeau, par exemple, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, faisait des stages pour apprendre aux acteurs de théâtre à s'exprimer à la radio. Il s'agissait de moins surjouer, de pas surjouer, de jouer de manière un peu plus naturelle. Donc il y avait déjà cette volonté là de s'affranchir en termes de jeu par rapport à ce qu'était le théâtre scénique. Oui, c'est vrai que moi-même étant en service civique ici à la radio et voulant me destinant à être comédienne, eh bien, il a fallu apprendre ce que c'est de s'exprimer à la radio, ne serait-ce que, c'est de la radio, ça les auditeurs ne le voient pas forcément, mais être attentif aux différentes personnes autour de la table, savoir distribuer la parole, tout ça c'est quelque chose qui s'apprend, quoi. Donc j'imagine que quand on doit en plus interpréter des rôles, mais à la radio, ça doit être encore différent. Oui, il faut préciser qu'il y a deux sortes de théâtre. En fait, il y a le théâtre, vous l'avez dit dans la chronique, il y a le théâtre qu'on retransmet, en fait.
pour la radio. Mais là, il n'y a pas de différence. C'est une pièce qui est jouée devant un public et qui est transmise à la radio. Donc, en fait, ce n'est pas véritablement du théâtre radiophonique. Enfin, il n'est radiophonique que parce qu'il est diffusé à la radio. Comme il y a eu le théâtre via le téléphone. Au départ, ça a été, on pouvait, quand on avait encore les téléphones fixes, là, on pouvait appeler un service et on pouvait assister à une pièce en direct. Ça a commencé comme ça, en fait. Donc, il y a ce type de pièce. Et puis, il y a le théâtre ou la fiction spécialement écrite et réalisée pour la radio. Et donc là en quelque sorte, la radio s'affranchit des règles théâtrales classiques pour imposer ses propres histoires, ses propres comédiens, son propre ton. Donc et encore aujourd'hui, même à France Culture, par exemple, il y a encore ces deux traditions. Le théâtre qu'on diffuse tel quel à la radio, et puis les pièces spécifiquement créées pour la radio. Levé de rideau, il est temps à présent de laisser la parole à notre invité, notre spécialiste du théâtre radiophonique aujourd'hui, Christophe Deleu. On le rappelle, vous êtes responsable du master journalisme à l'Université de Strasbourg et vous y enseignez entre autres les cours sur le média radiophonique. Artiste, comédien, metteur en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais c'est né où et comment le théâtre radiophonique? Vous parliez de pièces de théâtre au téléphone? Oui, mais ça, c'est même... Enfin, avant même ça, il y a eu le théâtre pour la radio, puisque les premières pièces, c'est vraiment dans les années 20. Et donc, à ce moment-là, on ne pouvait pas encore véritablement enregistrer les émissions. Il y avait encore les supports pour le faire, donc c'était un théâtre en direct. C'était des pièces qui étaient jouées en direct. Donc on répétait, et puis on jouait en fait les pièces en direct. Même aux États-Unis, c'était une tradition. On jouait ces pièces en public. On enregistrait des feuilletons radiophoniques et il y avait un public qui était le même que le public du théâtre classique. Alors oui, parallèlement, il y avait un service, téléphonique. On pouvait bien sûr appeler. En fait, on composait un numéro et on pouvait entendre des pièces à distance. Donc ça montre bien qu'il y a toujours eu ces liens. Et sinon, ça a été un des premiers genres représentés à la radio. Ça a été le théâtre. Et c'est quoi les caractéristiques pour une bonne pièce radiophonique? Donc j'entends par là pas les pièces retransmises, mais les pièces vraiment spécifiques pour la radio. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, des règles à suivre? Alors ça, c'est une question très, très vaste. Il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Oui et non. Il y a plusieurs types d'esthétique, en fait. Et donc, et par rapport à ça, par rapport à votre question, de ce fait, longtemps, il faut quand même rappeler que ça a été un genre très populaire. Quand il n'y avait pas la télé, bien, les seules fictions, c'était à la radio. Enfin, il n'y avait pas les fictions télé. Donc, jusque dans les années 60, vous avez des fictions qui sont suivies par un public qui est réuni autour du poste de radio, la TSF, et qui en fait écoute les grands feuilletons comme aujourd'hui on regarde une série à la télé. C'était ça, c'était quand même donc des feuilletons très populaires. Il y a eu notamment un âge d'or du théâtre policier, enfin du roman policier, et y compris des radios privées diffusaient comme ça des feuilletons policiers qui avaient énormément de succès. Il y a eu des gros succès aussi européens signés Furax, par exemple, ou La famille du raton sur Radio Luxembourg, qui étaient des sagas familiales. Voilà. Donc, c'était un genre populaire. Donc en termes de thématiques, c'était aussi très varié. Ça allait du policier à des choses plus quotidiennes. Voilà, et puis il y avait aussi oui, par exemple, Desnos, le poète a composé dans les années 30 une fiction à partir de Fantomas, qui avait eu du succès à l'époque. Paul Desarmes aussi, qui dirigeait la Radio Luxembourg de l'époque, écrivait des fictions qui, au départ, il faut quand même s'imaginer, étaient suivies par énormément d'auditeurs. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu quelque chose d'un tout petit peu plus élitiste. C'est devenu une pratique culturelle moins populaire. Et donc, c'est plutôt associé au théâtre, disons, public ou au cinéma d'art et essai. En tout cas, une niche. Mais longtemps, jusque dans les années 60, c'était quand même très, très populaire. Levé de rideau, l'émission qui vous fait découvrir le théâtre, même ses formes les plus originales. Nous parlons aujourd'hui du théâtre radiophonique en compagnie de Christophe Deleu, responsable de la formation radio et encadrant des stages radio à l'Université de Strasbourg. En tant que radio, cela nous intéresse évidemment d'en savoir plus sur ce genre peu connu. Artiste, comédien, metteur en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Alors là, c'est une question un peu plus technique. Comment est-ce qu'on obtient les droits? Admettons que notre radio, on veuille passer une pièce de théâtre radiophonique. Comment ça se passe pour les obtenir?
Ah ben, si c'est une retransmission d'un spectacle théâtral, il faut un accord avec le théâtre Avec le lui-même. théâtre. Voilà, ça c'est un premier point. Si c'est un texte, eh bien, il faut un accord avec l'auteur, avec l'éditeur, éventuellement le traducteur. Enfin, voilà, on ne peut pas. C'est pas des textes qui sont libres de droit. Donc, il faut absolument là passer un accord, voilà, avec ceux qui possèdent le texte. Et si c'est des textes originaux, à ce moment-là, il faut faire une commande Mm. aux auteurs. France Culture fait ça aussi. On passe commande à des auteurs, voilà, on passe commande d'un texte. Le texte est livré par l'auteur et ensuite il devient une fiction radiophonique. On est quand même dans une période où le théâtre est de plus en plus inventif et charnel. On a un retour assez fort, enfin en tout cas c'est ce que moi je perçois d'un retour à un théâtre charnel. D'un point de vue mise en scène, est-ce que le théâtre radiophonique, il a encore toute sa place dans ce contexte-là? Alors bah oui, en tant qu'auditeur, en tant que concepteur de fiction radio, je vais répondre oui. Pour faire court, vous avez des combats esthétiques en ce moment, avec peut-être un... Parce que la fiction radio, le théâtre radio a dans l'esprit de beaucoup d'auditeurs une image un peu vieillotte. C'est quelque chose d'un peu trafiqué, enfin, un univers un peu factice, on n'y croit pas, avec des acteurs qui surjouent, avec derrière des bruitistes qui font des bruits. C'est un peu cette image-là. C'est vrai qu'une radio classique publique est un peu encore dans ce style-là. Mais vous avez par exemple des radios comme Arte Radio qui ont conçu donc des fictions assez originales, qui ont des esthétiques depuis le début des années 2000. Et puis pour suivre aussi ce qui se passe moi aux États-Unis, je vois bien qu'il y a d'autres traditions. Ça remarche énormément la fiction aux États-Unis. Les podcasts, c'est un succès incroyable. Faut savoir quand même que Netflix, par exemple, vient de lancer sa première fiction audio. Ah oui? Oui, et Spotify l'a fait aussi et a fait sa première fiction en France, en langue française. Donc on voit bien que tout cela est en train de rebattre les cartes. Et là, vous avez, moi, il y a un podcast aux États-Unis que j'adore qui s'appelle The Truth. Depuis 2011, tous les 15 jours, vous avez un épisode, c'est des unitaires, tous les jours, tous les 15 jours. Et c'est une tradition beaucoup plus cinématographique. C'est-à-dire que ce sont des épisodes à peu près d'une vingtaine de minutes et on a vraiment l'impression d'être comme au cinéma. On passe d'un lieu à un autre avec des comédiens qui se déplacent, qui jouent exactement comme au cinéma. Et donc là, la tradition n'est pas du tout théâtrale. Le verbe est très important. Il y a beaucoup de dialogue. Hein. C'est pas une création radiophonique acoustique, électroacoustique. Il y a la place pour le texte. Mais on sent bien que là, voilà. Et la volonté, par exemple, de Jonathan Mitchell qui réalise ce podcast est de marquer une rupture avec un petit peu la fiction de papa, comme il dit, et de créer quelque chose qui relève vraiment du film radiophonique. Et paradoxalement, il s'est associé à une troupe new-yorkaise qui s'appelle le Magnet Theater à New York, et qui est une compagnie en fait qui fonctionne beaucoup à partir d'improvisation. Donc on voit bien que là aussi, il y a une tradition théâtrale qui veut se démarquer du texte beaucoup trop écrit, beaucoup trop joué. Enfin, on tente de trouver de nouvelles formes. Et c'est ce qui est très riche avec The Truth, c'est que vous avez comme ça, chaque quinzaine, on ne sait pas exactement dans quel univers on va être propulsé. Et voilà. Et là, ça n'a rien à voir, selon moi, avec la fiction, le théâtre classique radiophonique tel qu'on se le représente. Et vous avez aussi un podcast qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle The Passenger aux États-Unis aussi, qui est lié à la disparition d'un avion, en fait. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les imaginaires. Et on se demande pourquoi cet avion a disparu. C'est 7-8 épisodes d'une demi-heure. Et c'est comme au cinéma où on ferme les yeux, on les laisse ouverts, qu'importe. On écoute. Et vraiment, c'est comme un film. Moi, je suis davantage fan, en fait, de ce type de tradition esthétique. Alors que d'autres auditeurs, par exemple, sont plus fans de cette fiction de papa, avec des acteurs parfois qui vont jouer davantage d'une manière un peu, je vais dire un peu fausse, mais ça c'est une façon de prendre position. En tout cas, qui jouent davantage avec des conventions, on va dire, traditionnelles. Vous avez par exemple un feuilleton qui a beaucoup marché à France Inter dans les années 90, je crois, qui s'appelle le Perroquet des Batignolles. Énormément d'épisodes comme ça. Et voilà, on était dans un univers un peu comme ça, à Tintin et Milou, un peu avec des acteurs qui surjouent, avec des accents, avec des bruitages. Voilà, vous avez aussi cette tradition qui est là, il faut quand même le reconnaître. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule esthétique, il y en a plusieurs.
Ben voilà, j'allais vous demander s'il y avait des nouvelles formes qui se développent, mais vous avez déjà répondu à ma question. Moi, je pensais plutôt il y a une pièce qui m'est venue, c'est 33 tours et quelques secondes de Lina Sanet et Rabi Mroué, qui est une pièce sans acteur, en fait. C'est une pièce où tout se passe par le son et un écran en fond de scène. Et je trouve que c'est pareil, ça pousse à... Est-ce que du coup, le théâtre radiophonique, il travaille peut-être plus l'imagination des personnes? C'est ce qui est dit. J'ai devant moi en fait un ouvrage que j'ai récupéré ce matin qui s'appelle Theater of the Mind de Neil Verma, parce que il n'y a quasiment rien, il n'y a pas de littérature véritablement en France là-dessus. Il y a eu un livre qui a été fait sur Beckett, je crois, mais il n'y a pas grand-chose. Et justement, les premières pages de cet ouvrage parlent de ça, c'est-à-dire de cette capacité d'imagination que l'on a. Et je pense que oui. Alors, il faut se méfier des réductions. J'ai vu, par exemple, la pièce de Julien Gosselin cette année. Les adaptations de la trilogie, la trilogie Don Delillo, Joueur, Mao 2 et Lénon, qui joue énormément aussi beaucoup sur l'absence d'image, sur le fait, par exemple, qu'on ne voit pas les comédiens. Que les comédiens sont cachés derrière un écran, parfois on n'entend que leur voix, parfois c'est que des lectures avec un... Voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé parce que je trouve que c'est un lien avec la radio. Et oui, ce qui est beau, extraordinaire avec la radio, c'est qu'on ne voit pas le visage des comédiens, on ne sait pas exactement où on est. Vous avez comme ça des bruits, voilà. Et ça, c'est absolument magnifique. Moi, c'est pour ça que j'aime bien... la radio, et c'est vrai que je vois bien que des metteurs en scène comme Gosselin travaillent aussi cette question de l'absence tout d'un coup de représentation visuelle pour aller vers quelque chose tout d'un coup qui va vers l'imagination. Moi, j'adore ça, j'adore écouter les émissions dans le noir et j'adore me représenter. Voilà. Alors des fois, j'ai la curiosité d'aller voir, par exemple, qui a joué telle ou telle pièce, et il y a toujours une forme de déception. D'ailleurs, de voir les vrais visages des comédiens. Par rapport à la représentation. Oui, c'est jamais... en fait, je le fais plus parce que c'est jamais... voilà. Je pense que l'intérêt, vraiment, c'est les voix, quoi. C'est les voix des comédiens. Et voilà, et ça, c'est très beau. Et je pense qu'il faut rester avec ça, il faut rester avec ce mystère. Là, ça permet ce mystère-là. Voilà. Moi, j'y suis attaché à ça. Je comprends que d'autres auditeurs, eux, sont attachés à l'image et veulent cette image. Mais moi, je peux très bien m'en dispenser et je peux très bien me contenter du son, des voix, du sound design. On a parlé des voix, mais il y a aussi un gros travail de sound design qui est fait pour pas mal de pièces radiophoniques. Voilà, moi, ça me va très bien. Le théâtre radiophonique est mis en avant aujourd'hui dans Lever de rideau. Avec nous pour en parler, Christophe Deleu, responsable du master journalisme et de la formation radio à l'Université de Strasbourg. Il est temps à présent de vous parler un peu de ma propre découverte du théâtre radiophonique. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors j'en ai un peu parlé hors antenne, mais c'est vrai que donc moi le théâtre radiophonique, je l'ai découvert au Festival d'Avignon. Donc je me souviens du nom de la pièce, c'était Le Bon Dieu de Manhattan. Je me souviens pas qui c'était, ni même de quoi exactement ça parlait, et c'est très difficile j'ai eu beaucoup de mal à retrouver des informations sur cette pièce. C'est à peine si j'ai retrouvé l'endroit où je l'ai écoutée. C'était une pièce où l'on suivait deux personnages, un homme, une femme. Il y avait une enquête sur le personnage qu'on appelait le bon Dieu de Manhattan. Et en fait, ce que j'ai surtout retenu de cette pièce, c'est le lieu choisi pour la diffusion. Parce que je me suis dit, il faut finalement qu'on soit concentré sur l'écoute. Donc, comme vous disiez, est-ce que ce sera une écoute dans le noir, ou voilà, comment ça se passe l'écoute d'une pièce radiophonique. Et en fait, c'était une petite bibliothèque très chaleureuse avec des chaises, des fauteuils, des canapés pour que les auditeurs soient à l'aise. Et il y avait certaines personnes qui fermaient les yeux pour être concentrées sur l'écoute. Il y en a d'autres qui regardaient tout autour d'eux, les étagères remplies de livres. Donc, ce n'était pas un lieu qui figurait l'action de la pièce, mais c'était un lieu quand même qui était propice à l'écoute, au calme. Et c'est l'unique fois où j'ai expérimenté cette forme. Et je pense, d'ailleurs, nos discussions m'en ont donné envie, que ce serait intéressant de réessayer d'en écouter d'autres, comme vous disiez, faire travailler davantage l'imagination. Et c'est pour ça que j'invite nos auditeurs à découvrir cette forme de théâtre. Alors, c'est pas du théâtre radiophonique qu'on prépare chez nous actuellement à Radio Arc-en-Ciel, mais on va vous préparer prochainement sur votre radio de l'improvisation radio. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles.
Alors j'ai une dernière question pour vous, Christophe Deleu, avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour leur donner envie d'écouter des pièces radiophoniques ? Qu'est-ce que vous diriez, vous, pour les inviter à en écouter ? Eh bien, si ils connaissent l'anglais, s'ils arrivent à comprendre l'anglais, je les invite vraiment à écouter The Truth, la vérité. Donc, ils peuvent donc podcaster ça à partir de leur application téléphonique ou sur l'ordinateur, qu'importe. Voilà. En langue française, c'est un peu plus compliqué de conseiller quelque chose. Bien sûr, on peut renvoyer vers France Culture. Et il y a un onglet fiction. Ils peuvent découvrir ça. Après, il y a aussi toute une série de fictions qui sont faites par les Belges, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une grande tradition belge de la fiction radiophonique, parce que l'univers belge est extrêmement développé, parce qu'ils ont des modes de financement qui leur permettent de faire ça. Alors, je conseille d'aller sur le site, peut-être l'atelier de création sonore et radiophonique en Belgique, donc atelier de création sonore et radiophonique en Belgique. Et là, ils pourront accéder à des pièces qui sont disponibles gratuitement. Et voilà, et ça, c'est pas mal. Voilà. Sinon, bah voilà. Moi, ce que j'espère, c'est que ça devienne effectivement une pratique. Vous parliez de votre expérience à Avignon. Moi, je l'ai fait très récemment. J'ai fait une fiction justement pour la RTBF en Belgique qui s'appelle Un seul film. Et je l'ai fait écouter en fait à des amis, des voisins chez moi. Enfin, j'ai organisé une séance d'écoute dans mon salon. J'ai installé, comme vous l'avez dit, des sièges, des fauteuils. Et j'ai mis tout le monde dans le noir. On est à peu près une vingtaine. Et c'est pas forcément des auditeurs qui sont habitués à écouter la radio. Voilà. C'est un dispositif extrêmement minimaliste, parce que c'était une intervieweuse qui interviewait quelqu'un. Donc, on était vraiment dans quelque chose de pas très... Il n'y avait pas beaucoup de mouvement, quoi. Tout reposait beaucoup sur la parole, sur les échanges. Et je me suis rendu compte que ça... Enfin, je pense, parce que, après, bon, c'est un public choisi, donc c'est un public qu'on a invité, il vous veut du bien. Mais j'ai senti quand même une vraie attention. Et après, dans les discussions, on a été discuté autour d'un petit repas et de boissons. Et j'ai senti qu'ils avaient été extrêmement attentifs et sensibles, y compris ceux qui ne sont pas du tout habitués à ça. Donc, je pense qu'on a intérêt, parce que je pense que ça plaît beaucoup, mais ce n'est pas très connu. Et je pense que donc il y a il faut le faire connaître. Voilà. Donc chaque personne qui en trouve, moi je les invite à faire écouter à des amis comme ça, de manière extrêmement minimaliste. Encore une fois, je pense que ça fonctionne. Et voilà. Alors si vous connaissez l'anglais, allez sur The Truth. Si vous savez le français, allez sur France Culture ou Arte Radio aussi. On diffuse pas mal. Il y a un onglet fiction. Voilà, c'est d'écouter. Et après, faites-en si vous avez envie d'en faire, parce que moi aussi, ce que j'aime bien, c'est d'en faire. J'en ai fait avec une amie qui s'appelle Marine Anger. Ici, on a fait des fictions courtes de 2 minutes 30. Parce que c'est pas forcément long, des fictions radio. On a fait une série Fin du Monde, et c'était 24 fois 2 minutes 30. On peut les écouter sur vos téléphones. Voilà, tapez Fin du Monde avec l'application podcast et vous la retrouvez. C'est 2h30, 24 épisodes, donc ça peut être court. Mais ça peut être comme ça Voilà, et c'est extrêmement facile à faire. Vous achetez un micro, vous avez un logiciel de montage, et vous pouvez... il y a une vraie tradition. Il y a toujours eu dans les lycées, dans les collèges, il y a toujours eu des radioclubs avec des fictions. Je reprends ça, votre chronique tout à l'heure. Ça existe depuis très longtemps, ça. Il faut favoriser ça, je pense. Et ça, les jeunes, ils adorent ça, d'ailleurs. Même ceux qui ont des difficultés scolaires, parfois, adorent faire des pièces radiophoniques. Donc, c'est un bon moyen aussi je pense, de sortir des carcans habituels de l'éducation nationale, et puis de progresser, d'écrire, de diffuser, d'inventer. Donc, si vous ne voulez pas, être uniquement des auditeurs, vous pouvez aussi être des concepteurs. C'est beaucoup plus facile de faire une fiction radio que de faire un film de cinéma qui va coûter des millions d'euros comme Mission Impossible. Donc, chacun peut le faire. Il suffit d'avoir un micro ou même le téléphone. C'est très basique, quoi. Donc, si vous êtes inspiré, voilà, je pense qu'il suffit de se rendre compte que ça existe. Merci beaucoup. On y pensera. Écoute, allez, moi je suis chaud. Lançons-nous là-dedans. On le rappelle, Christophe Deleu, vous êtes responsable du master journalisme et de la formation radio à l'université de Strasbourg. Vous encadrez également les stages en radio. Merci Anaïs d'avoir été avec nous. Merci pour ta chronique. C'est un plaisir. La semaine prochaine, nous parlerons des bienfaits du théâtre, ce qu'il nous apporte personnellement à nous, Anaïs, moi, Marie, Manon, que vous avez déjà entendu dans cette émission. Et n'oubliez pas, bonne journée à tous. Comme le disait Zola, le théâtre n'existe pas. Il y a des théâtres et je cherche le mien. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles.